Personne parmi nous, et même en fait dans l'histoire de l'humanité, n'a vraiment vécu dans une société communiste. Donc personne n'a jamais vu le communisme. Pour autant, on se dit ici, alors c'est pas forcément dans le nom de nos partis, mais en tout cas on se dit communiste, révolutionnaire. Mais sans avoir vraiment vécu et sans vraiment savoir ce que c'est. D'ailleurs, on fait un atelier pour savoir qu'est-ce que le communisme. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier. On peut être confronté dans la vie à des anticommunistes qui, eux, ont l'air de savoir très bien ce que c'est, le communisme. Le communisme, c'est une idée utopique, c'est une bonne idée, mais c'est irréalisable, c'est contradictoire avec la nature humaine. Le communisme, c'est dangereux. Il y a eu, dans les années 90 en France, un ouvrage publié par plusieurs historiens, très réactionnaires, qui s'appelait Le Livre Noir du communisme. Et en couverture, le bandeau pour le vendre, c'était 100 millions de morts. Alors, Daniel Ben Saïd avait lu le livre, il avait fait le décompte des morts qui comptaient. En fait, il y avait 85 millions, bon, ils ne sont pas à 15 millions près. Donc, être communiste, c'est vouloir faire comme en URSS, comme en Chine, en Corée du Nord, c'est vouloir encore plus de millions de morts. Et puis le communisme, en fait, c'est peut-être une bonne idée comme ça, mais c'est même pas forcément une bonne idée parce que c'est un système qui serait pas très juste. Pourquoi ceux qui travaillent plus que d'autres gagneraient autant? Le communisme, ça veut dire qu'on serait tous pareils, on serait un peu des robots, tous habillés pareil, qui pensent tous la même chose. Donc, et qui nécessiterait forcément un pouvoir autoritaire pour imposer ce modèle à tout le monde. Donc on peut se demander, est-ce que c'est bien raisonnable d'être communiste, vu la définition qui en est faite par les gens qui ont l'air de savoir très bien ce que c'est. Donc je vais essayer de répondre comme ça à quelques questions. Est-ce que c'est bien raisonnable d'être communiste Et en commençant, déjà, être communiste, est-ce que c'est être utopiste? Alors, parmi les premiers individus à avoir parlé, même utilisé même le mot de communisme, et notamment un révolutionnaire français, donc de la fin du XVIIIe siècle, Gracchus Babeuf, qui a été donc parmi les premiers à utiliser ce mot. Babeuf, c'est vraiment l'aile la plus radicale, on va dire, de la Révolution française. C'est quelqu'un qui est du côté des plus pauvres contre les profiteurs, qui veut défendre ces classes populaires. Alors il n'utilise pas un vocabulaire très précis, c'est les pauvres, les riches. Bon, mais il a un projet bien en tête. Quand on lit ses écrits, il est très donneur de leçons, Babeuf. Il dit ouais, moi j'ai tout compris dans ma tête. Voilà, j'ai un système tout prêt, tout parfait, où on sera tous à égalité. Bon. Finalement, pour mettre ça en place, il a dit il faut faire une conspiration, un complot contre le gouvernement. Il a été condamné à mort et guillotiné en 1797, sans que ça suscite une grande réaction populaire pour le défendre. Au XIXe siècle, il y a eu plusieurs auteurs, notamment en France, en Angleterre et sans doute ailleurs, qui se sont dit socialistes et qui proposaient aussi des systèmes un peu clés en main. C'est, par exemple, en France, le comte de Saint-Simon ou Charles Fourier, qui proposaient des communautés, qui s'appelaient des phalanstères, dans lesquelles tout le monde vivrait ensemble, en harmonie, à égalité. Voilà, donc des sociétés qui ont l'air très sympathiques, mais avec leur système bien ficelé, bien clé en main, prêt à être appliqué. En Angleterre, c'est un industriel, Robert Owen, à peu près à la même époque, on est début du 19e siècle, qui propose une usine modèle dans laquelle les ouvriers ont plus de droits, un peu un système de coopérative, et puis un système même de vie en communauté, qui met en application en Écosse avec une usine et aux États-Unis dans une ville. Tous ces auteurs-là, des auteurs qui ont compris que le monde qui est en train d'émerger au XIXe siècle, donc le début du capitalisme, de l'industrialisation, c'est un monde qui crée beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités, beaucoup de souffrances, et qui sont solidaires des plus exploités. Et de ce point de vue-là, c'est des gens qui sont importants pour notre histoire, qui sont inspirants, parce qu'ils ont émis une critique radicale de la société, et ils ont émis le projet d'une société dans laquelle
antagonismes, les oppositions entre les classes disparaîtraient. Mais ces idées-là, elles sont nées aussi dans une période de transformation, d'évolution, de changement très important dans des rapports entre les classes, une période d'émergence de la classe capitaliste, de la bourgeoisie, qui n'est pas encore unifiée, qui n'est même pas forcément consciente d'être une classe avec ses propres intérêts. Et c'est aussi une période d'émergence, ça va ensemble, du prolétariat, de la classe des travailleurs et travailleuses salariés, qui pareil n'ont pas encore une conscience d'être une classe avec ses propres intérêts contradictoires. Et donc tous ces auteurs, ils arrivent avec leur système clé en main, mais sans partir d'une analyse de la société telle qu'elle est, et des rapports de force tels qu'ils sont dans la société. Donc finalement, toute leur stratégie, c'est d'essayer de convaincre tout le monde que leur système c'est le meilleur. Et donc de s'adresser, en tout cas pour les Saint-Simon, Fourier, Owen, de s'adresser en fait aux plus riches dans la société, de s'adresser aux industriels, de s'adresser à des philanthropes, si vous soyez gentils avec les plus pauvres, c'est un peu un côté chrétien, de venez financer notre phalanstère, notre usine modèle, etc. Bon. Donc à aucun moment, ces gens-là s'adressent à la classe ouvrière et lui disent c'est à la classe ouvrière de se mettre en activité pour construire sa propre société. Bon. Et donc Marx et Engels, dans le manifeste du Parti communiste, donc en 1848, il y a tout un petit chapitre qui s'attaque à ces auteurs, qui qualifie, c'est Marx et Engels qui les qualifie de socialistes utopiques. Et il leur oppose leur vision à eux, qui est de dire que l'émancipation des travailleurs, aujourd'hui on dirait des travailleurs et des travailleuses, ce sera l'œuvre des travailleurs et des travailleuses, eux et elles-mêmes. Et dans les faits, toutes ces expériences du socialisme utopique, ça a été un peu des échecs. L'usine d'Owen à New Lanark en Écosse, c'était une usine dans laquelle il y avait des avancées sociales. Il valait sans doute mieux être un ouvrier dedans qu'ailleurs. Mais enfin, ça n'a pas mis fin à l'exploitation des travailleurs par leur patron. Sa ville aux États-Unis de New Harmony, c'est devenu finalement une ville comme les autres. Elle n'était pas différente. Les phalanstères en France ou ailleurs en Europe ont pu exister, durer quelques mois, quelques années, mais à aucun moment ça a mis en place une société parfaite qui a inspiré tout le monde et tout le monde se serait mis à vivre comme ça. Bon. Justement, une des bases, une des clés de la naissance du marxisme, c'est la rupture avec ces auteurs qui ont des systèmes clés en main, qui ont des idées toutes faites, des systèmes prêts à l'emploi, quoi. Bon. Donc déjà, on pourrait dire que traiter les communistes d'utopistes, c'est un contresens, puisque une des bases du communisme marxiste, en tout cas, c'est la rupture justement avec ces socialistes utopiques. Bon. Le mot utopie, c'est un mot qui est apparu au XVIe siècle, vous savez, chez un auteur de la Renaissance anglais, donc on appelle un humaniste, c'est l'auteur de la Renaissance, Thomas More, qui écrit un livre, Utopia, qui décrit une société qui, de son point de vue, à l'époque, société idéale. Et le mot utopie, il est constitué, c'est topos, le lieu en grec, et u, c'est la négation, c'est l'absent, le contraire de, c'est le préfixe privatif, on dirait les grammairiens. Donc l'utopie, c'est ce qui n'existe pas, ce qui n'existe nulle part, ce qui n'est en aucun lieu. Voilà. Ce qui n'est nulle part. Et effectivement, aujourd'hui, le communisme n'est en aucun lieu. Voilà. Effectivement, on ne peut pas dire ici ou là, c'est le communisme, même s'il y a parfois des partis communistes encore qui dirigent des pays, comme en Chine, mais enfin, on ne peut pas vraiment dire que le communisme existe en Chine. Mais ça ne veut pas dire, utopie, ça ne veut pas dire ce qui ne pourrait pas exister quelque part. Ce qui n'existe pas quelque part, bon, il y a 500 ans, le capitalisme n'existait nulle part, donc c'était une utopie, aujourd'hui, il existe partout. Alors plus récemment et plus inspirant que les modèles staliniens, on a encore des expériences de communautés autogérées. En France par exemple, des mouvements qui s'opposent aux grands projets inutiles et dangereux pour la planète, dans les zones à défendre, les ZAD. On a donc des expériences de vie en communauté qui montrent que d'autres rapports entre les individus sont possibles, que d'autres fonctionnements sont possibles. C'est des modèles qui sont inspirants, mais qui en même temps sont coupés du reste de la société. Les zadistes, c'est des gens qui ne sont pas dans le monde du travail pour entraîner leurs collègues
à justement changer les rapports de force dans la société. Donc il y a aussi quelque chose une minorité qui s'écarte du groupe et qui pense que par son modèle, elle va peut-être généraliser ou qui renonce même à essayer d'inspirer les autres. On a aussi en France, je ne sais pas quelle audience il a en dehors, mais un sociologue qui s'appelle Bernard Friot. Bernard Friot, c'est quelqu'un qui se dit marxiste. Alors bon, il dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de label officiel de marxisme. C'est quelqu'un qui est intéressant, qui travaille sur la question du salaire socialisé. Dès qu'il y a une attaque sur les retraites ou sur la sécurité sociale, c'est quelqu'un qui produit des textes qui sont utiles. Faut pas jeter bien Friot à la poubelle, mais Friot, il a un système aussi clé en main. Il dit, voilà, on va avoir une société dans laquelle on aura un salaire à vie, et puis on passera des examens tout au long de notre vie, et puis on pourra arriver à différents échelons de salaire, mais il n'y aura pas un plus grand écart que entre, je crois, 3 catégories. Bon, c'est un système clé en main. Il dit, finalement, il suffirait de convaincre tout le monde de mon système, et puis tout fonctionnera bien, et c'est comme ça qu'on va changer la société. Bon. La conséquence de ça, c'est qu'il ne part pas des revendications réelles des travailleurs et des travailleuses, de ce qui les met vraiment en mouvement, et que politiquement, Friot, c'est quelqu'un qui est très proche, voire membre du Parti communiste français, qui a soutenu Mélenchon aux différentes élections présidentielles. Bon, c'est finalement quelqu'un qui est un réformiste parce qu'il ne pose pas la question de qui dirige la société et de l'auto-activité de la classe ouvrière. Bon. Et donc de ce point de vue-là, on pourrait dire que c'est pas exactement un marxiste. Alors quelle est la politique justement des marxistes et comment est-ce qu'on pourrait aller, c'est un peu la deuxième question, comment est-ce qu'on pourrait aller vers la société communiste? Marx et Engels, ce ne sont pas du tout les premiers à parler donc déjà de communisme, j'ai dit, Babeuf par exemple en a parlé avant, pas non plus les premiers à parler de lutte des classes. Au 19e siècle, il y a par exemple un historien bourgeois français, Michelet, qui écrit une histoire de la Révolution française, je crois en 1830, qui l'analyse sous l'angle de la lutte des classes. Vraiment, il dit voilà, toutes les classes sociales, c'est et pourtant c'est pas du tout quelqu'un qui est communiste. Bon. Comment s'appelait cet auteur? Michelet. Marx et Engels, c'est pas non plus les premiers à parler de la Révolution. Il y a des anarchistes qui parlent de la Révolution à la même époque. Il y a Blanqui, un révolutionnaire français. Ça. Donc, l'originalité du marxisme, l'apport vraiment de Marx et Engels, c'est de dire qu'il faut que le prolétariat, la classe ouvrière, prenne le pouvoir. Qu'elle prenne le pouvoir d'État. Et alors, vous savez, ou peut-être pas, mais à l'époque de la République romaine, donc dans l'Antiquité, il arrivait en période de crise que le Sénat donne le pouvoir à un seul homme pour une durée limitée pour sortir de la crise politique. Bon. C'était pour une durée de 6 mois normalement, en tout cas donc une durée limitée. Et c'est ce qu'on appelait dans la République romaine la dictature. Bon. Et donc Marx et Engels, qui ont ces références-là en tête, eh bien, ils disent il faudra temporairement que la classe ouvrière, donc pas un seul homme, la classe ouvrière, c'est des millions de personnes, le prolétariat, prenne le pouvoir d'État et l'exerce. Et donc c'est ce qu'ils appellent la dictature du prolétariat. Évidemment, après les expériences du XXe siècle, de toutes ces dictatures qui se disaient communistes, c'est un peu difficile d'employer cette expression de dictature du prolétariat, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre chez Marx et Engels en 1848. Pourquoi la centralité de la classe ouvrière? Bon. Pas tellement parce qu'elle est majoritaire. En 1848, il n'y a qu'en Angleterre qu'il y a une majorité de prolétaires. Dans le reste du monde, même dans les pays qui sont en train de s'industrialiser, la majorité de la population, ce sont des petits paysans, des petits artisans, des petits commerçants, donc des gens indépendants, ce que Marx et Engels appellent la petite bourgeoisie, ce qui n'est pas péjoratif, c'est le nom qu'ils donnent. Bon. Donc c'est pas parce que le prolétariat est forcément majoritaire. Est-ce que c'est parce que le prolétariat, c'est la classe qui a le plus intérêt à changer le monde? Bah non, les petits bourgeois, ils subissent aussi la concurrence des capitalistes. Le petit artisan, il subit la concurrence de la grande industrie. Bon. Le petit commerçant, des grandes chaînes de commerce, etc. Bon. Donc c'est pas forcément pour cette raison-là que le prolétariat est central. La raison pour laquelle c'est cette classe qui est centrale dans la Révolution, c'est une raison matérielle. Les petits bourgeois, ils sont en concurrence entre eux. Et puis ils sont incapables, matériellement, de répondre à la concurrence du grand capital. Le petit commerçant, s'il arrête de travailler parce qu'il n'est pas content du grand magasin à côté de lui,
c'est très bien pour le grand magasin à côté de lui qui va vendre encore plus. Et donc ces petits bourgeois, l'intérêt qu'ils auraient, ce serait de revenir en arrière, de revenir à une société dans laquelle il n'y a pas le grand capital et dans laquelle il y a tous ces petits commerçants, ces petits artisans, ces petits paysans qui peuvent prospérer sans la concurrence des grands groupes capitalistes. Donc c'est une aspiration de retour en arrière, une aspiration réactionnaire. Ce qui voudrait dire aussi des reculs en termes techniques et technologiques. C'est bien que beaucoup de progrès ne sont pas possibles si on n'a que des petites unités de production. Ils sont possibles si on met en commun justement ces moyens de production. Et donc c'est pour ça que c'est la classe ouvrière qui est centrale, parce qu'elle est d'abord concentrée dans des plus grandes unités de production, même si on en parlait hier à la formation. Les travailleurs et les travailleuses peuvent être aussi éclatés sur plusieurs sites, mais en tout cas, il y a quand même plus de rassemblement. Il y a une codépendance. C'est l'exemple que donnait Xavier hier. Les ouvriers de Renault-Flin qui, à un moment donné, ont failli se retrouver au chômage technique parce qu'il y avait une grève à Bursa en Turquie. Bon. Et puis surtout, les travailleurs et les travailleuses sont capables d'arrêter le travail et donc d'arrêter les profits des capitalistes, ce que ne font pas les petits artisans, les petits commerçants. Et ils sont même capables de reprendre la production sous leur contrôle à eux. Et ils sont même capables de prendre finalement le pouvoir politique, de diriger l'ensemble de la société. Et en ça, d'entraîner les autres classes vers la construction d'une autre société. Alors pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut l'auto-émancipation, l'œuvre des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes? Pourquoi ce ne serait pas quelqu'un, pourquoi ce ne serait pas un gouvernement au service des travailleurs et des travailleuses qui prendrait le pouvoir? Se dire ça, c'est un gouvernement au service de la classe ouvrière et pas un gouvernement de la classe ouvrière. Ça voudrait dire que la classe, à aucun moment elle serait en activité, elle prendrait confiance en elle, elle prendrait conscience de ses capacités à diriger la société. C'est-à-dire que finalement, elle déléguerait le pouvoir à peut-être un petit groupe, souvent ce serait même un homme providentiel, qui arriverait avec le bon programme et qui se mettrait à son service. Finalement, c'est revenir, il faudrait le suivre aveuglément, et c'est revenir au socialisme utopique où il suffirait d'être convaincu par les idées de quelqu'un et pas de faire ses propres expériences. Donc voilà ce que c'est la dictature du prolétariat. C'est la majorité aujourd'hui de la population qui exerce le pouvoir par elle-même. Alors est-ce que ça veut dire que ce serait une nouvelle oppression? Finalement, elle passerait, la classe ouvrière, elle passerait d'opprimé à oppresseur. Bon. Là, il faut revenir sur un peu ce que c'est l'État. Un État, l'État français, l'État espagnol, l'État italien, etc. Tous nos États, ils pourraient, s'ils voulaient, ne pas intervenir du tout dans l'économie. Ils pourraient ne pas émettre la monnaie. Ils pourraient laisser au privé tous les secteurs de la santé, de l'éducation. Tout ça pourrait être privatisé, c'est même souvent en cours. Bon. Mais ce que ne peut pas faire un État, c'est ne pas contrôler la police et l'armée. Il peut même avoir des groupes privés armés, mais sous contrôle de l'État. Parce qu'un État, c'est des lois. Un État, c'est des règles, c'est des lois qui doivent faire respecter, y compris par la contrainte. Donc un État, il doit avoir le monopole de la violence. Donc c'est ça un État. Un État, c'est une organisation armée. Et une organisation armée au service d'une classe qui est au pouvoir. Donc un État bourgeois, c'est un État c'est l'outil des capitalistes pour opprimer le prolétariat. Alors un État prolétarien, oui, un État prolétarien serait un État qui dirigerait son pouvoir contre la bourgeoisie. Parce qu'évidemment que les capitalistes, ils ne vont pas laisser leur pouvoir leur échapper, ils ne vont pas laisser leurs privilèges être abolis, ils ne vont pas laisser leurs propriétés être mises en commun. Ils vont résister de manière armée, ils vont résister par le contrôle de l'information, de la communication. Et donc oui, dans cette période de rapport de force-là, il y aura une résistance à réprimer. Mais l'objectif du pouvoir ouvrier, c'est la mise en commun des moyens de production. Et c'est le fait que tout le monde travaille, tout le monde fasse sa part du boulot. Et donc, le fait que progressivement, la différence entre les bourgeois et les prolétaires, elle disparaisse, qu'il n'y ait plus de bourgeois et de prolétaires. Et s'il n'y a plus de bourgeois et de prolétaires, ça veut dire qu'il n'y a plus une classe à réprimer et une classe pour la réprimer. Donc ça voudrait dire la disparition de l'État. C'est ce que dit un révolutionnaire russe, alors qui a eu un parcours
un peu compliqué, mais en tout cas dans un livre de 1925, Boukharine, qui écrit l'ABC du communisme, il dit effectivement, s'il n'y a plus de prolétaires ni de capitalistes, il n'y aura plus d'État. Il n'y aura plus que des humains, que des camarades. Et ce sera ça en fait la société communiste, ce qui viendra après cette dictature du prolétariat. Donc on ne peut pas savoir combien de temps elle durera, etc. Mais en tout cas, c'est bien ça l'objectif. Bon, c'est pas qu'il y ait une nouvelle oppression à la place de l'ancienne. Ça, c'est un désaccord qu'on peut avoir avec nos camarades anarchistes ou communistes libertaires. Je pense qu'il faut détruire l'État dès le début. Qu'il ne faut pas essayer de prendre le pouvoir dans l'État, mais qu'il faut juste le laisser tomber. Et avoir une organisation locale de la production, des communes libres. Où on partagerait tous les objets, où on partagerait tout entre tout le monde. Ça veut dire pas de production à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Ça veut dire finalement pas être capable de répondre aux besoins de toutes et tous parce qu'on n'a pas les mêmes ressources selon les localités. Et donc finalement, pas chercher à développer au mieux tous les moyens de production. C'est un désaccord qu'on peut avoir aussi avec des militants et des militantes qui parlent par exemple de l'autogestion dans les entreprises. Une autogestion qui aurait lieu en parallèle de la société capitaliste. Par exemple, dans les années 70 en France, il y a une usine de montres, LIP, qui a été autogérée par ses ouvriers pendant plusieurs années. Et c'est un modèle qui est très inspirant parce que c'est la preuve que des travailleurs et des travailleuses peuvent diriger sans patron. C'est important comme expérience. Mais cette expérience-là, dans le cadre du système capitaliste, elle n'a pas mis fin à la concurrence avec les autres entreprises du secteur. Elle n'a pas mis fin à la concurrence des autres entreprises, des entreprises capitalistes. Et donc, elle a fini par échouer, malheureusement. Bon. Et d'ailleurs, des courants politiques et syndicaux qui étaient très actifs dans ce mouvement-là, c'était un syndicat qui, à l'époque, était censé être plus à gauche, mais qui était la CFDT, qui est aujourd'hui un des syndicats les plus à droite, les plus pro-patronat en France. C'était un courant politique qui n'existe plus, mais qui s'appelait le PSU, et qui a fini, dont les principaux dirigeants ont fini à la droite du PS, et aujourd'hui même certains sont des macroniens, macronistes. Bon. Pourquoi cette évolution-là de la CFDT et des anciens du PSU, qui pourtant prenaient l'autogestion ouvrière, c'est quand même curieux? Eh bien parce que, en prenant ça, ils contournaient la question de l'affrontement avec le patronat et la question du pouvoir d'État. Donc la dictature du prolétariat, c'est dire qu'on va exproprier la bourgeoisie de ses moyens de production au profit de l'ensemble de la classe ouvrière, pas seulement localement, mais à l'échelle d'un et même probablement de plusieurs pays. Qu'on va organiser la production selon les besoins et mutualiser tous les progrès qui seraient possibles. Et donc en faisant ça, rendre possible le communisme. Donc on voit que la dictature du prolétariat, c'est d'une part, pour récapituler, empêcher que la bourgeoisie reprenne le pouvoir, d'autre part, mettre en place les bases de la nouvelle société. Alors on peut dire, tout ça finalement c'est assez précis, donc il y a bien un projet un peu précis du communisme. Donc finalement on en revient, c'est aussi une forme de socialisme utopique. Bon, alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a effectivement un modèle type, un idéal communiste? Alors quelques mots de philosophie. En philosophie, il y a des auteurs qui pensent que ce qui fait avancer l'histoire, ce qui fait progresser, ce sont les idées. L'émergence d'idées modernes qui met fin à la société ancienne. Bon, voilà. Ce qu'on appelle des philosophes idéalistes. Marx et Engels, ils disent le contraire. Marx et Engels, ils disent non, ce qui fait avancer la société, ce sont les conditions matérielles. On a vu, ce qui fait que la bourgeoisie prend le pouvoir, sont ses conditions matérielles, c'est qu'elle s'est enrichie face à l'aristocratie. Ce qui fait que la classe ouvrière entre en lutte avec elle, c'est pas parce qu'elle a lu un livre qui disait qu'il fallait changer la société, c'est parce que au quotidien, dans tes conditions matérielles, cette exploitation devient insupportable. Et donc, on appelle ces philosophes-là, il n'y a pas que Marx et Engels, mais on appelle donc, des philosophes matérialistes. Autre contresens quand on nous dit que être communiste, c'est être idéaliste. Non, c'est justement de la philosophie matérialiste. Bon. Dans le langage courant, quand on parle d'idéalisme, un idéaliste, c'est quelqu'un qui imagine le monde tel qu'il voudrait qu'il soit et pas tel qu'il est réellement. C'est ça qu'on entend en vrai. Est-ce que c'est le cas de Marx et Engels? Pas du tout. Marx et Engels, ils ont passé leur vie à analyser, à étudier très précisément
le fonctionnement de la société, les conditions de vie des ouvriers de Manchester, le fonctionnement du capitalisme. Justement, le socialisme qu'il crée, c'est un socialisme qu'ils appellent le socialisme scientifique. Bon, et surtout, Marx et Engels, ils ont passé leur temps à s'inspirer des exemples des luttes qui avaient lieu, qui avaient lieu dans les différents pays qu'ils étudiaient. Je prends 2 exemples de Marx ou de marxistes plus tard. 2 exemples. En 1871, à Paris, le prolétariat se soulève de manière assez spontanée contre le gouvernement, ce qu'on appelle la Commune de Paris. Bon. Et les communards inventent une nouvelle forme de fonctionnement démocratique. Par exemple avec le droit de vote des immigrés. Par exemple avec le contrôle des élus. Les élus deviennent révocables. Le fait que ces élus ils aient des salaires qui soient les mêmes que ceux des ouvriers. Les femmes communardes s'organisent aussi entre elles et font énormément progresser les droits des femmes. Tout ça, ils ne l'avaient pas lu dans un livre, ça a été leur expérience. Alors en même temps, la commune, elle ne va pas vraiment au bout. Par exemple, elle n'exproprie pas les capitalistes. Les communards vont à la Banque de France faire des emprunts qui notent, voilà, on vous doit tant. Donc il n'y a pas la compréhension qu'il faut exproprier la Banque de France et les capitalistes. Bon. Après la Commune de Paris, Marx, il revoit un peu ses théories. Il dit, bah oui, en fait, ce qu'on a compris de la Commune de Paris, c'est qu'il faut détruire l'État bourgeois. Pas seulement en prendre le contrôle, mais il faut le détruire. Il faut détruire sa police, il faut détruire sa bureaucratie, il faut détruire son armée. Et il faut mettre en place un État ouvrier qui soit un État sans bureaucratie, sans armée permanente, dans lequel tous les représentants sont élus et ont le salaire d'un ouvrier moyen. Vous voyez ? C'est pas Marx qui a eu l'idée avant, c'est la Commune qui a eu et Marx qui l'a repris. On peut dire pareil en Russie en 1905, première révolution russe, et bien dans des centres industriels, notamment à Ivanovo, une ville près de Moscou. Les ouvriers, c'est 30 000 ouvriers en grève, se réunissent en assemblée. Ça s'appelle ça un conseil ouvrier. Conseil en russe, ça se dit soviet. Et le soviet de la ville, eh bien, non seulement il dirige la grève, mais même ils dirigent les imprimeries. Et donc par exemple, alors qu'à l'époque il n'y a évidemment pas de liberté de la presse, eh bien, ils permettent à la liberté d'expression. Le soviet de la ville, il prend en charge la protection des biens et des personnes à la place de la police. Il détruit en concurrence le pouvoir d'État pour le remplacer par un autre pouvoir, c'est le pouvoir ouvrier. Il prend en charge des collectes pour aider les chômeurs, etc. Toutes les tâches que l'État prenait ou ne prenait pas en charge, eh bien, c'est le soviet qui les prend en charge. Et puis, parce qu'il y a un besoin pour la grève générale de se coordonner, eh bien, il y a un comité des soviets entre les différentes usines qui se met en place, parce que ça répond à un besoin. Ça n'avait pas été écrit dans des livres avant. C'est après coup, des militants et des militantes révolutionnaires, notamment Lénine, qui se disent, bah tiens, ces soviets, ça pourrait être la base du pouvoir ouvrier. Vous voyez, c'est pas clé en main, c'est à chaque fois, le communisme, c'est pas une idée abstraite. Le communisme, c'est le fruit des expériences réelles dont on tire les leçons, dont on garde les leçons. Voilà, qu'est-ce qui a été une bonne expérience, qu'est-ce qui a été une erreur, et dont on garde les leçons pour après. Alors à quoi ressemblerait la société communiste ? Bah du coup, on ne peut pas le savoir. Si l'émancipation des travailleurs et des travailleuses, c'est l'œuvre des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes et elles-mêmes, alors on ne peut pas arriver avec un modèle préconçu. On ne peut pas dire, ah, dans le communisme, ce sera comme ceci, comme cela, il y aura de la monnaie, il y aura... tout le monde chantera tout le temps, etc. On n'en sait rien, voilà. Ce sera l'expérience qui nous le dira. Alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi militer pour le communisme ? Parce que dit comme ça, bah, c'est bien, on peut aller à la piscine, les doigts de pied en éventail, et puis attendre que le prolétariat fasse la révolution. C'est bon, il n'y a plus rien à faire. Bah non, parce que évidemment, je reprends les 2 exemples. La Commune de Paris, ce qui a manqué justement, c'est des militants et des militantes qui avaient anticipé les problèmes et qui auraient pu prendre l'initiative, notamment contre le gouvernement. Et puis si en octobre 1917, les soviets ont pris le pouvoir, c'est bien parce qu'il y avait des militants et des militantes bolcheviques qui en ont pris l'initiative, bon, en ayant tiré les leçons des mouvements précédents. Mais en tout cas, il faut bien se dire ça, le rôle des militants et des militantes révolutionnaires, c'est effectivement de garder la mémoire des luttes précédentes, c'est effectivement d'anticiper les problèmes, c'est effectivement de donner une direction à la révolution. Mais c'est aussi d'apprendre en permanence, c'est aussi d'avoir cette humilité qui est d'apprendre toujours de notre classe et de ses différentes expériences. Alors si on dit que quand même notre rôle c'est de diriger à un moment donné,
Est-ce que c'est pas ça finalement qui mène à la dictature stalinienne et aux millions de morts qu'ont fait des régimes qui se disaient communistes? Autrement dit, est-ce que le communisme, ça mène forcément au stalinisme? Alors, à un régime, vous savez ce qu'on apprend parfois à l'école, les régimes totalitaires. Au XXe siècle, il y a eu 2 régimes totalitaires, c'est le nazisme et le communisme. Bon. C'est Daniel Ben Saïd qui répond là-dessus. Il dit mais les nazis, ils ont annoncé ce qu'ils allaient faire avant de prendre le pouvoir, et ils ont revendiqué ce qu'ils avaient fait. Ils ont revendiqué de mettre en place une dictature, ils ont revendiqué le génocide des juifs et des tziganes, ils ont revendiqué le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors que les staliniens, ils ont passé leur temps à faire de la propagande pour cacher ce qu'ils faisaient. Pour dire oui, chez nous ça se passe, alors bon, c'est n'importe quoi, mais ils ont passé leur temps à mentir. Il y a beaucoup de militants communistes qui se sont suicidés en voyant la trahison de ce pourquoi ils s'étaient battus. Il n'y a pas de militant nazi qui s'est suicidé parce que le régime nazi ne ressemblait pas à ce qu'il voulait. Bon. Alors Trotsky donne des explications à cette dérive, de la révolution russe. Bon. Après la révolution russe, la Russie elle a été agressée par tous les pays qui étaient encore en guerre entre eux, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Plus à l'intérieur par les capitalistes et les tsaristes qui ont créé l'armée blanche. Donc elle s'est retrouvée en guerre à l'extérieur et à l'intérieur. Donc il a fallu créer l'armée rouge, 4 millions de combattants. 4 millions de combattants qu'il faut équiper, qu'il faut nourrir, et qu'on a extrait des villes. Donc des villes qui ne tournent plus. Bon, et puis on sort quand même de 3 ans de guerre qui ont été extrêmement destructeurs. Donc évidemment, tout ça, ça nécessite d'aller faire des réquisitions dans les campagnes pour nourrir l'armée par exemple. Bon. La guerre civile, ça nécessite une répression à l'intérieur. Donc une limitation des libertés démocratiques, la mise en place d'une police politique. Et puis la Russie de 1917, c'est un pays qui n'a jamais connu la démocratie, qui sort de plusieurs siècles de tsarisme, d'un gouvernement provisoire qui n'a jamais été élu, donc il n'y a pas de tradition, il n'y a pas d'habitude démocratique dans la population russe. Et donc dans ce contexte-là, la solution de facilité pour les bolcheviks, ça a été de mettre tout sous le contrôle du parti. De remplacer l'élection des représentants, des responsables, par des dirigeants nommés directement par le parti. De mettre fin au pluralisme, de mettre fin aux libertés. Et tout ça, ça a mené à une confusion entre la classe sociale, entre la classe ouvrière, entre le parti et entre l'État. Et cette confusion, ça fait que des gens qui se sont retrouvés au pouvoir, ce petit groupe, c'est ce qu'on appelle une clique de dirigeants, eh bien, se sont mis à confondre leurs intérêts personnels, c'est agréable d'être au pouvoir, leurs intérêts personnels avec l'intérêt de la classe qui était censée avoir pris le pouvoir. C'est ce que Trotsky appelle la bureaucratie, la bureaucratisation. Dans les autres pays qui se disent communistes ou qui se sont dit communistes, il n'y a même pas eu finalement l'expérience de la révolution et de la prise de pouvoir par les soviets. Il y a eu directement la prise de pouvoir par des partis staliniens, ou par des partis déjà bureaucratisés, par des partis où il y a déjà des dirigeants qui se confondaient avec leur classe. Et donc forcément, ça a mené à tous les régimes qu'on connaît ou qu'on a connus. Alors aujourd'hui, dans nos pays, dans les pays dans lesquels en tout cas on milite, nos bureaucrates, parce que c'est la même chose, pourquoi des dirigeants syndicaux freinent des cas de fer dès qu'on va un peu trop loin, etc. C'est parce qu'ils ne veulent pas perdre l'intérêt, les positions qu'ils ont acquises dans la société. Ils confondent l'intérêt de leur appareil avec l'intérêt de leur classe. C'est le même processus. Aujourd'hui, donc ces bureaucrates-là, c'est pas eux qui prendront la tête d'une révolution, c'est pas eux qui prendront la tête de la mise en place d'une société communiste. Au contraire, la révolution, quelles que soient les formes qu'elle prendra, mais en tout cas, elle se fera aussi contre la volonté de ces bureaucraties syndicales. Bon, elle se fera pas sous leur direction. Alors, est-ce que tout ça, ça garantit qu'il n'y aura pas une dérive bureaucratique? Non, évidemment, mais ça veut dire qu'on aura tiré les leçons. Est-ce que tout ça, ça garantit que la société communiste réelle, telle qu'on la veut, elle sera meilleure que les modèles staliniens ou que la société capitaliste? Autrement dit, est-ce que le communisme, ça peut être une société plus démocratique, une société réellement démocratique? Je reprends toujours la commune de Paris et la Russie, mais il y aura d'autres exemples, je pense la Catalogne en 1936, je pense plein d'autres expériences. Bon. La commune de Paris a mis en place, donc j'ai dit déjà, le contrôle des élus, leur révocabilité, leur salaire, mais aussi d'autres avancées sociales.
l'école gratuite et laïque, la séparation du pouvoir et de l'Église, la liberté de la presse. Bon. La révolution russe, elle a mis en place des droits pour les enfants, par exemple le droit des enfants de répondre à leurs professeurs, le droit des étudiants de contrôler les programmes scolaires, des droits des femmes, le droit des femmes de divorcer. Elle a mis fin aux lois qui pénalisaient l'homosexualité. La révolution russe, elle a permis l'autodétermination des peuples qui faisaient partie de l'Empire de Russie. Donc on voit tout un tas d'avancées sociales qui n'avaient pas été mises en place précédemment, qui étaient sans précédent pour l'époque. Bon. Donc il n'y a pas de raison que la révolution prolétarienne, ce ne soit pas une période de progrès, ce ne soit pas justement une période où on va encore plus loin que toutes les libertés démocratiques qu'on a pu acquérir, y compris dans les sociétés capitalistes. Ça veut dire que dans la société qu'on veut, il y aura plus de liberté d'expression qu'aujourd'hui, y compris pour les ennemis de la révolution, y compris pour ceux qui défendent la bourgeoisie. Il y aura une justice plus exemplaire, y compris pour les droits de la défense. Hein. On veut le maintien et l'extension même de toutes les libertés démocratiques. Pas juste pour une raison morale, mais pareil, c'est Trotsky qui l'explique donc quand il revient sur la révolution, sur l'échec sur le stalinisme, dans La Révolution trahie. Trotsky dit le prolétariat, c'est pas une classe homogène. Il n'y a jamais 100% des prolétaires qui pensent la même chose, qui sont membres du courant anticapitalisme et révolution. Hein, c'est pas ça ou Dizard. Le prolétariat, il est divers. Dit, le prolétariat ne sera jamais unanime. Tous les prolétaires ne seront jamais à Isard ou à AR. On espère gagner la majorité. Mais... donc si on veut le pouvoir au prolétariat, si on veut que la classe ouvrière aille dans le même sens, ça veut dire la liberté d'expression de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Et même la liberté de se regrouper, de créer des partis, de créer des tendances, de créer des associations, même la liberté syndicale, même la liberté, y compris ce sera sans doute une nécessité, d'avoir des associations sur la question des oppressions spécifiques, le mouvement féministe, etc. Donc il faut cette pluralité-là pour justement arriver à nos fins. Hein. Il faut des pouvoirs locaux qui aient la capacité, quand une décision nationale affecte un territoire, des pouvoirs locaux qui peuvent avoir un veto sur ces décisions-là. Donc il faut au contraire plus de démocratie. Pour Engels, ce qu'il explique dans le livre de 1847, Les principes du communisme, le fondement du communisme, c'est la propriété commune des moyens de production et d'échange. Hein, donc la propriété commune des machines, des appareils, des moyens de transport, des moyens de communication, des entrepôts, des ressources. Et donc, s'il y a propriété commune de tout ça, ça veut dire qu'il n'y a pas l'exploitation de ceux qui ne possèdent rien par ceux qui possèdent tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de concurrence entre les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à produire plus, à augmenter la productivité, à produire de manière totalement irréfléchie, juste pour augmenter les profits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus donc les crises de surproduction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les guerres pour l'appropriation des ressources. Ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de secret industriel, hein, parce qu'il n'y a plus de concurrence, donc il n'y a plus le secret de comment on fabrique tel ou tel produit. Donc ça veut dire que tout le monde, chacun, chacune, peut comprendre le fonctionnement de son entreprise et donc peut participer à sa direction. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dirigeants perpétuels, des gens qui ne sont pas élus, hein, parce qu'on dit la société capitaliste est démocratique, mais enfin, quand tu rentres dans ton entreprise, ton patron, il a été élu par personne, hein, ou peut-être par le conseil d'administration, mais enfin, en tout cas pas par ceux qui sont affectés par ces décisions. Donc, plus de dirigeants perpétuels, ça veut dire qu'on n'est plus affecté à un poste tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de la division entre ceux qui dirigent, ceux qui sont dirigés, ceux qui sont des intellectuels et ceux qui sont des travailleurs manuels. Il n'y a plus toutes ces divisions-là. Dire une société qui est simplement une association de producteurs et de productrices libres, une association immense, hein, et dans laquelle on peut calculer la répartition des forces de travail entre les différents secteurs, entre les différentes branches, selon les besoins. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on a besoin de produire? En quelle quantité? C'est ça ce qu'on appelle donc la planification. Cette mise en commun, ça ne veut pas dire évidemment la collectivisation des objets personnels, ça ne veut pas dire la fin de l'intimité, la fin des libertés individuelles. Au contraire, ça veut dire une plus grande liberté, une plus grande indépendance. Ça veut dire que
tu as la possibilité de t'émanciper d'un cadre familial qui matériellement était le seul qui te permettait de survivre. Ça veut dire donc la fin aussi des normes qui te disent une famille c'est comme ça, un homme, une femme, etc. Bon. Donc ça veut dire la fin de toutes ces oppressions-là aussi. Organiser la production selon les besoins, ça veut dire aussi partager le temps de travail entre toutes et tous, et donc travailler toutes et tous beaucoup moins, avoir plus de temps libre. Donc même pas forcément, peut-être, avoir une séparation entre le temps de loisir et le temps de travail. Tout ça pourrait être confondu. Et donc avoir aussi plus de temps pour s'éduquer, pour se former à divers métiers, à la compréhension de la société. Et donc la possibilité pour chacun et chacune de vraiment s'investir dans la politique. Et donc d'empêcher aussi la professionnalisation de la politique, le cumul, le non-renouvellement des mandats, etc. Et là encore, ce que dit notamment Ben Saïd, il n'y a que la démocratie qui permet que tout ça fonctionne. Il n'y a que la démocratie qui permet que la planification elle soit vraiment meilleure que ce qu'on appelle l'automatisme du marché dans la société capitaliste. Il n'y a que dans une société démocratique que ça peut vraiment fonctionner. Il n'y a que si tout le monde est impliqué dans cette gestion que cette gestion elle répondra vraiment aux besoins. Alors pour terminer, parce que ça fait un petit moment, le dernier, je commençais par ça, mais la dernière objection que peuvent nous dire, nous peut porter des gens qu'on rencontre, y compris des gens qui sont sincères, des gens qui sont peut-être d'accord avec plein de nos idées, mais mais tout ça, c'est pas possible parce que la nature humaine, elle n'est pas comme ça. Ça, c'est le lieu commun qu'on entend, mais auquel il faut répondre. Si on est tous à égalité, il y en a qui ne travailleront pas, il y en a qui profiteront des autres, il y en a qui voudront prendre plus de richesses que les autres. C'est normal puisque c'est la nature humaine. Alors déjà, Boukharine, par exemple, a une réponse. Il dit mais personne n'aurait l'idée, parce qu'il a un peu d'argent, de s'acheter 3 places dans le tramway, dans le train ou dans l'avion, de s'acheter 3 billets et d'occuper une seule place et de laisser 2 places vides juste comme ça pour s'amuser. Donc c'est pas du bon sens que de s'accaparer les richesses quand on n'en a pas besoin. Bon. Pour revenir sur la question de... C'est un exemple. Oui, c'est l'exemple de Boukharine. Donc personne n'aurait l'idée d'acheter 3 places de tramway et d'en occuper qu'une et d'en laisser 2 vides, juste parce qu'il a les moyens de le faire. Et cette idée que de la nature humaine, oui, on dit la nature humaine, c'est d'être agressif, d'être dominateur, d'être compétitif, d'être cupide. D'ailleurs, souvent, ceux qui disent ça, c'est pas de la nature humaine, ça c'est la nature des hommes. Et puis il y a la nature des femmes qui est au contraire d'être douce, d'être sensible, d'être passive, etc. C'est souvent ces mêmes discours-là. Il y a pas mal d'auteurs marxistes qui ont répondu. J'ai lu, c'est la réponse d'un trotskiste britannique, d'un autre courant historique que le nôtre, mais enfin qui est intéressant néanmoins, qui s'appelle Chris Harman. Harman, il prend quelques exemples. Il dit par exemple, aux États-Unis, des scientifiques ont voulu faire passer des tests de quotient intellectuel, de QI, à des Sioux, des Amérindiens Sioux. Et en fait, ces Sioux, en répondant aux questions, ils ont voulu s'entraider. Parce qu'ils disaient, tiens, t'arrives pas à répondre, je vais t'aider. Ils comprenaient pas qu'il puisse y avoir une évaluation individuelle où on va dire, toi t'es plus intelligent et toi t'es moins. Ils comprenaient pas du tout, c'était pas de la nature pour eux. C'était pas du tout quelque chose qui était normal pour eux. Autre exemple, quand pour la première fois des Européens ont rencontré des Inuits, très 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 au nord de la planète, qu'ils ont essayé les Inuits, les Esquimaux, les Esquimaux, mais le vrai nom c'est Inuit. Donc quand ils se sont rencontrés pour la première fois, qu'ils ont essayé d'apprendre la langue les uns des autres, les Européens se sont rendus compte que les Inuits, ils n'avaient pas de mots pour dire guerre. C'est la nature humaine comme de se faire la guerre. Depuis la préhistoire, il y a des guerres. Et non, pour eux, il n'y avait même pas de mots parce que le concept n'existait pas. Croire qu'il y a une nature humaine, c'est croire qu'il n'y a pas d'évolution du mode de vie d'une génération à l'autre. Il y a des animaux et des espèces animales, effectivement, des oiseaux migrateurs, de génération en génération, de siècles, de millénaire en millénaire, ils migrent vers là où il fait chaud selon la saison. Alors est-ce que les êtres humains font pareil ? L'humanité, elle existe depuis 4 à 5 millions d'années. Notre espèce à nous, Homo sapiens,
existe depuis au moins 300 000 ans. Les plus anciennes traces qui ont été retrouvées datent d'il y a 300 000 ans. Est-ce qu'on a exactement le même mode de vie que nos ancêtres d'il y a 300 000 ans? Est-ce que la maîtrise du feu il y a 50 000 ans n'a pas changé des choses? Est-ce que l'invention de l'agriculture il y a 12 000 ans n'a pas changé des choses? Aujourd'hui, on a des communications instantanées, on peut se déplacer très vite à travers le monde, on peut voyager dans l'espace. Non, biologiquement, on est c'est pareil hein, avec le Homo sapiens d'il y a 300 000 ans. Mais socialement et culturellement, on n'a plus rien à voir. L'humanité, c'est une espèce animale qui évolue et qui n'a pas de nature permanente. Marx, il donne une explication, il dit c'est justement quand les hommes et les femmes ont commencé à produire leurs propres moyens d'existence, donc avec notamment l'invention de l'agriculture, que la nature humaine s'est détachée justement de ce caractère immuable. Autrement dit, la nature humaine, ce que dit Marx, ce sont ses conditions sociales. Et plus nos conditions de vie changent, plus notre nature, entre guillemets, ce qui nous paraît naturel, en tout cas, ça se transforme et ça change. Donc c'est pas vrai qu'il y a une nature d'égoïsme, c'est pas vrai qu'il y a forcément la volonté de certains de s'élever au-dessus des autres et de s'accaparer, de profiter, etc. Ce n'est pas, ça c'est pas scientifique de dire ça, c'est un préjugé. Alors, pour terminer là-dessus, le capitalisme, on le voit, c'est un système qui ne peut pas éviter les crises. Les crises économiques, les crises politiques, les crises sociales. Aujourd'hui, une crise environnementale qui est gravissime. Et même si les capitalistes sont très ingénieux, ils ne pourront jamais éviter les catastrophes, ils ne pourront jamais éviter le ras-le-bol, ils ne pourront jamais éviter les révoltes. Et donc ils recourront forcément aux pires solutions. Aux dictatures, aux répressions, aux guerres. C'est un truc aussi que dit Ben Saïd, c'est... on peut effectivement compter le nombre de morts des régimes qui sont prétendus communistes, mais on pourrait aussi compter le nombre de morts qui sont dus à l'absence d'une révolution communiste. C'était la révolution allemande ce matin. Si la révolution allemande avait triomphé, sans doute que ça aurait évité beaucoup de millions de morts dans les décennies suivantes. Donc à un moment donné, l'absence de révolution, en fait, c'est ça qui est catastrophique. La continuité du capitalisme, c'est ça qui fait... des millions de morts. Être utopiste, c'est croire que cette société-là, elle peut être le destin de l'humanité. Et nous, si on milite toujours du côté des opprimés, des exploités, de ceux et celles qui se battent pour la justice, pour leurs droits, on ne peut pas être des gens qui vont les limiter et leur dire non, n'allons pas trop loin, ne faisons pas la révolution, essayons juste d'améliorer nos conditions de vie dans le système. D'ailleurs, quand bien même on le voudrait, sans doute qu'à un moment donné, de toute façon, l'élan de la révolte, il ne peut pas être freiné. Donc, autant plutôt essayer de lui donner une perspective à cet élan de révolte. Et donc, si on pense qu'il y a urgence à changer le monde pour le sauver de la catastrophe, si on pense que la révolution, c'est pas un choix, ou en tout cas que le seul choix, c'est ça ou la barbarie, il faudra bien autre chose, il faudra bien un autre système après la révolution. Et ce système, effectivement, on l'a pas tout fait, on n'a pas un projet tout écrit, mais c'est ça, ce système-là qui suivra la révolution, qu'on appelle le communisme.